Nous recevons aujourd'hui Marie Cauderlier, qui est écrivain et qui nous présente un livre choc publié aux éditions Mols en 2010, donc il y a quelques mois, avec la collaboration de Bruno Humbeck. Un livre dont on ne sort pas indemne après l'avoir lu et dont on peut dire qu'il n'a pas été écrit pour passer le temps. Au contraire, c'est l'histoire d'une vie, un témoignage assez bouleversant. Alors Marie Cauderlier, bonjour. Bonsoir. Et bonjour aussi et merci aussi d'être avec nous pour parler justement de ce livre Berceau maudit que vous avez publié il y a quelque temps. Alors d'emblée une question se pose, est-ce que il vaut mieux, quand on lit le titre du livre, est-ce qu'il vaut mieux ne pas naître ? Je pense que la vie est trop importante et trop belle que pour dire qu'on ne veut pas naître. Quelle que soit notre vie, il y a toujours quelque chose de positif à prendre et en tout cas il faut la positiver un maximum, donc il vaut mieux naître. Pourtant, quand on lit votre livre, il semble que vous ayez vraiment connu l'enfer. J'ai eu une enfance très très difficile, je ne m'en suis pas rendu compte très tôt, il était même très tard quand je m'en suis rendu compte, parce que quand on vit une enfance comme la mienne et qu'on ne connaît rien d'autre, on ne s'imagine pas ce qui se passe ailleurs. Donc voilà, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, dans le fond, à écrire ce livre ? Est-ce que vous avez mûri ça longtemps ou bien c'est venu comme ça, comme un cri à pousser avec ce livre Berceau maudit, donc qui est quand même très fort, hein ? En réalité, depuis que je suis née, j'ai eu une vie très tumultueuse, avec beaucoup de difficultés. Lorsque je suis partie dans ma vie personnelle, donc d'adulte, ça a continué. J'ai eu une vie très escarpée. J'ai eu deux filles. Une fois que mes filles ont quitté la maison, j'ai commencé à avoir un vide autour de moi. Et là, s'est posé les différentes questions. Je me suis retrouvée face à moi-même. Donc là, j'ai pensé à mon enfance. J'ai entendu des actualités, etc. On connaît tous les histoires horribles qui ont eu en Belgique. Tout ça avait déjà un petit peu remué ces horreurs que j'avais connues étant enfant. Et le départ de mes filles a vraiment été le déclic. J'ai pensé à moi, enfin. Précisément, il y a évidemment énormément de pages sur l'enfance. Alors vous pouvez nous raconter, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre, on leur suggère bien entendu de se le procurer sans tarder, votre vie justement d'enfant. Pour résumer, je suis née dans une famille, je suis née dans les problèmes, tout à fait, une famille à problèmes, des parents irresponsables, alcooliques, ça va jusqu'à la spéculation pour la prostitution de leurs enfants afin de gagner de l'argent et s'acheter de l'alcool. Très tôt, les assistantes sociales des environs, parce que mes parents déménagent très souvent, très tôt on se rend compte du problème et finalement le juge de la jeunesse nous enlève à nos parents. On est placé dans des maisons, dans des orphelinats, entre autres chez des religieuses, dont je ne critiquerai pas la totalité. Il y a des bons côtés, mais il y a de très mauvais côtés aussi. Donc, ne pas faire un amalgame avec ce que j'ai vécu et ce que les autres religieuses font dans le monde. Il y a des belles choses. Aussi, donc, j'ai été assez maltraitée par une religieuse. Et puis, bon, voilà, j'ai grandi comme ça, sans parents, je n'ai pas eu de vie d'enfant, en fait. Et cette conscience de vivre une vie quand même terrible et dure, difficile, elle est venue au fur et à mesure, parce que souvent on dit que quand on voit par exemple l'exemple du livre de la jungle, Mowgli qui vit avec les loups, etc., son environnement ce n'est que des loups, donc par conséquent il n'imagine pas autre chose. Vous imaginiez autre chose ? Quand j'étais enfant, pas tout à fait, non. Voilà. En réalité, comment je vais expliquer ça ? Un enfant qui est maltraité, déjà un enfant qui grandit, on lui apprend le bien et le mal. Donc un enfant qu'on accuse toujours, sans arrêt et qui se sent, je vais dire, un mauvais enfant. Donc, ou qui se sent rejeté, peut-être. Qui se sent rejeté, oui. Un enfant comme ça ne peut pas raisonner clairement. Il est comme un adulte, il n'a pas encore la conscience. Voilà, il a le regard de l'enfant sur toutes les accusations qu'on lui fait. Et voilà, donc il ne peut pas réaliser, il se croit mauvais comme...
Voilà. Voilà. Oui, et cette enfance terrible, aujourd'hui, vous la vivez comment? La plaie s'est cicatrisée? Vous avez vu le temps passer là-dessus et vous la vivez vous vivez encore ces moments-là quand vous y repensez de manière apaisée, ou bien ça reste une plaie ouverte? Ça va beaucoup mieux. J'ai commencé à écrire le livre il y a 6-7 ans. Oui. Il m'a fallu beaucoup de temps. En fait, c'est en écrivant le livre que j'ai réalisé tout ce qui s'était passé. Donc, j'ai pu voir cette enfance avec le regard avec le raisonnement d'un adulte, et puis avec le regard de l'enfant. Donc, à ce moment-là, je vais dire le mécanisme de l'émotion s'est remis en route, et j'ai vraiment eu beaucoup de peine à accepter ce qui m'était arrivé. D'accord. Alors, je suis entouré pour interroger Marie Cauderlier de deux auditeurs, pas de deux auditeurs. Oui, ce sont des auditeurs, mais ce sont des animateurs que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit d'Annick. Hein. Merci, oui, Annick, d'être là. Et puis de Jean-Pierre, notre incontournable monsieur Jean-Pierre, le chroniqueur aux propos malins, qui d'emblée a été interpellé par votre livre. Alors Jean-Pierre, à ce moment-ci du débat avec Marie Cauderlier, qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question? Eh bien voilà, ma question que je vous pose. On révèle beaucoup maintenant de choses scandaleuses sur l'Église. Bon, on l'a dit, il y a de très bons religieux, des prêtres formidables, j'en connais, mais il y a les autres. Alors, est-ce que la sœur qui vous torturait était dépassée par les événements parce qu'elle avait trop d'enfants à éduquer, ou elle était tout simplement, comme certains prêtres d'ailleurs, perverse dans son âme? Elle avait mal choisi son métier, en tout cas. Au point de faire du mal en voulant faire du bien. Exact. Moi, je dirais que cette religieuse n'avait pas fait le choix de son métier. Je pense hein, qu'on l'a placée là, on lui a dit un jour vous allez vous occuper d'enfants. Et je pense que ce qui est très important surtout, c'est que les éducateurs, enfin ceux qui s'occupent des enfants doivent avoir ce choix, avoir fait ce choix. Et ils doivent d'abord aimer les enfants. Doivent aimer les enfants. Voilà. Et alors je dirais aussi que il est clair qu'une religieuse qui élève 25 enfants, on peut aussi se mettre à sa place, mais ça n'excuse pas tout ce qu'elle a fait. Absolument pas. On doit quand même avoir quelque part un fond tyrannique pour agir comme elle a fait. C'est ça. Alors Annick, vous avez été interpellée aussi très fort par ces pages de l'orphelinat. Ah oui, ça m'est tombé dessus comme vraiment... quelle catastrophe, quoi. Quelle bonne femme horrible. C'est la question que j'allais poser aussi, donc Jean-Pierre m'a pris de l'avance. Mais précisément... Mais moi, cette Marie, cette sœur... Marie-Francine. Voilà. Elle est immonde, quoi. Vraiment, elle a dû faire du mal dans sa vie terriblement. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que c'est assez extraordinaire parce que malgré tout ce qu'elle m'a fait, si je compare cette religieuse qui m'élève et mes parents, ce qui s'est passé après avec mes parents, je ne parviens pas à lui en vouloir tout à fait parce qu'elle a fait mieux que mes parents encore. Parce que si vous aviez eu des parents dignes, vous ne vous seriez pas retrouvé évidemment à l'orphelinat. Donc vous auriez évité cette page sombre de votre histoire d'enfance. Le fait qu'elle m'ait élevée, qu'elle m'ait nourrie malgré tout, j'ai l'impression que je lui dois quelque chose et je ne parviens pas à lui en vouloir tout à fait. Parce que vous avez finalement 5 frères et sœurs. Il y a Martin, Johnny, Nicole, Béatrice, William. Et alors ils ont aussi tous été en institution puisqu'ils ont le juge a décidé à un moment donné de les placer, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et puis vous êtes retrouvés avec le petit William qui était le dernier. Est-ce que vos frères et sœurs ont vécu la même chose que vous, Marie? Non, pas vraiment. Nous étions déjà explosés au niveau des institutions. Les garçons étaient dans un orphelinat de garçons, pour les garçons, et nous chez les filles. Et chez les filles, nous étions aussi explosés dans des groupes différents parce qu'on nous plaçait par âge. Donc Béatrice, qui est ma sœur dans le livre, est restée avec moi jusqu'à un certain âge. Et puis une fois qu'elle a eu
je pense, 8 ans. Oui. On l'a changé de groupe et je suis D'accord. restée seule Ouais, avec ouais, les ouais. autres enfants. Vous voyez encore vos frères aujourd'hui, les Pas sœurs tous. Non, voilà. Pas tous. Ils ont été aussi marqués par ce qui s'est passé au cours de leur enfance. Bien sûr, je pense que nous avons tous des conséquences Ouais, de notre ouais, enfance. ouais, L'enfance est la base de la vie et selon qu'elle se passe bien ou mal, ouais. ben, les conséquences, elles sont là. Mais précisément, le poète Charles Péguy disait « Tout est fini avant 8 ans ». C'est vrai pour vous? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec voilà. cette formule. Ouais. Tout est fini, peut-être dans son enfance à lui. En tout cas, Ouais, moi, la ouais. mienne, elle a duré jusqu'à mes 50 ans. Ouais, Elle vient seulement de se terminer, puisque ouais. je viens d'aller rechercher la petite fille que j'avais Ouais. laissée de côté il y a Ouais. 45, 50 ans. Ouais. Et là, maintenant, elle est avec moi, cette petite fille, et elle commence seulement à vivre. Très bien. Mais on va s'offrir une petite pause musicale. On reste en compagnie de Marie Cauderlier. Restez bien avec nous, puisque notre débat avec Annick, avec Jean-Pierre et notre invité, donc Marie Cauderlier, pour son livre Berceau maudit, c'est tout de suite après ce morceau de Ridan, extrait de son album L'un et l'autre. Voici On est comme on est, un titre de circonstance. Nous nous retrouvons en studio en compagnie de Marie Cauderlier, l'auteur d'un livre choc Berceau maudit. Alors, on en a parlé au cours de cette première séquence d'interview. Marie, votre livre, c'est la jeunesse d'un enfant ou d'une enfant que le hasard de la naissance a mené au bout de l'horreur, mais que la soif de vivre a tiré du néant. Alors, comment expliquer cette volonté de survie alors que d'autres se laissent aller parfois jusqu'à l'extrême et donc au suicide? Je pense qu'on doit avoir ça en soi. On doit avoir une force de vivre et une volonté de vivre. On doit avoir une confiance en soi pour pouvoir avancer. Et je crois que dans tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours trouvé la possibilité de saisir quelque chose qui me permettait de rester debout et d'avancer, trouver des choses agréables. Et je pense que c'est avec ces moyens-là que j'ai pu aimer un petit peu la vie. D'accord. Et de quel traumatisme avez-vous dû vous libérer, vraiment? De quel traumatisme en vous c'était confus, ou bien vous avez pu à un moment donné mettre des mots sur l'horreur, l'effroi, la peur Je n'ai pu me rendre compte de mes problèmes par l'écriture. D'accord. C'est vraiment l'écriture qui m'a permis Vous a libéré, de me rendre compte fur et à où mesure. se trouvait... Oui, je n'étais pas consciente de mes problèmes affectifs, psychologiques. Ces problèmes m'empêchaient de faire les bons choix dans ma vie. J'ai fait plein d'erreurs et j'ai eu vraiment une vie escarpée à cause de ces problèmes affectifs. C'est en écrivant que je m'en suis rendu compte. Parce que quand on écrit et qu'on réalise à quel point on a été façonné par les autres, parce que on ne naît pas comme on est. On peut être façonné par l'éducation qu'on vous fait subir. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus la même. Vous mettez des carapaces pour vous protéger. Et je vous dis, c'est en écrivant que, en réalisant tout ce qui m'était arrivé, que tout mon système émotionnel s'est remis en route. Est-ce que vous avez souffert d'un manque d'affection? Oui, probablement, puisque inconsciemment, j'ai toujours eu ce besoin de prouver à tous ceux qui m'entouraient que j'étais aussi bien que les autres. Quand on avait une discussion, je devais toujours aller au bout des phrases, au bout de la conversation, toujours prouver que j'avais raison. En fait, c'était pas une question de vouloir avoir raison, c'était prouver que j'étais aussi bien que les autres. Et tout ça venait des problèmes affectifs. Alors on sort de l'enfance, on arrive dans l'adolescence et même dans l'âge adulte. Oui. Cette période-là, elle a été dure pour vous aussi? Toujours inconsciemment, oui, parce que je voulais à tout prix plaire. Je ne faisais pas les choses pour moi, mais faisais les choses pour plaire aux autres. Donc que ce soit au niveau de l'adolescence, au niveau affectif, amoureux ou autre, on est embarqué dans ce besoin de plaire et on fait plein de bêtises. D'accord. Jean-Pierre? Je crois beaucoup au subconscient. Est-ce que vous faites encore des cauchemars sur la petite enfance, sur la petite fille qui a vécu l'horreur? Le dernier rêve que j'ai fait, je vais dire, non, pas le dernier, le premier rêve que j'ai fait, c'est la première fois que je vais en parler. C'est un scoop. Un scoop, oui. Voilà, je n'ai jamais osé en parler. J'ai une fois été en soirée chez un de mes frères et on a eu une conversation sur la famille. Et ce jour-là, j'ai
On a bu, je ne bois pas, je suis pas alcoolique du tout, mais on a bu un petit verre. Et je suis allée me coucher. Et là, j'ai eu un flash. J'ai fait un rêve et j'ai vu une petite fille. J'ai vu des tables et à ces tables étaient assises toutes des petites filles. Et il y avait une adulte qui regardait cet enfant et qui n'a pas pu s'empêcher que de la prendre dans les bras. Et en fait, j'ai réalisé après que la petite fille et l'adulte, c'était la même personne et que cet adulte venait d'aller chercher cette petite fille pour l'aimer. Et là, je me suis rendu compte que j'avais probablement besoin de m'aimer moi-même et je pense que c'est là que tout a commencé. D'accord. Un rêve très évocateur, oui. finalement, oui. qui vous révélait encore des choses à travers cet oniritisme. Voilà, voilà c'était vraiment ce jour-là où j'ai été rechercher l'enfant que j'avais perdu et qui était moi-même. Tout à fait. Et alors, vous pensez que ce que vous avez vécu en tant que fille, en tant que femme, peut aussi être vécu par un garçon? Tout à fait, bien sûr, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Les petits garçons peuvent être maltraités, les petits garçons peuvent être violés, abusés et voilà, traumatisés toute leur vie comme nous l'avons été, bien sûr. Mes frères ont été dans des institutions. Je peux vous dire qu'il y en a un qui m'a raconté que les éducateurs mettaient des clés au bout des ceintures pour les frapper, pour être certain qu'ils sentent bien la douleur. Donc les petits garçons comme les petites filles, quand on a affaire à des pervers, il n'y a pas de différence. Et quel regard portez-vous sur la justice et sur tout l'encadrement sociologique? Il y a quand même aujourd'hui des assistants sociaux, disons un encadrement d'animation comme ça pour les enfants ou les jeunes qui souffrent de situations familiales délétères. Alors, quel regard portez-vous sur la justice et sur l'encadrement psychosocial? Je vais dire 2 mots sur mon cas personnel. Je dirais qu'au niveau de la justice, je dois avouer que je n'ai rien à leur reprocher. Ils m'ont enlevé d'un milieu qui était invivable pour les enfants. Ils m'ont placé dans un endroit où ils pensaient que j'étais bien. Ce n'est pas leur faute ce qui m'est arrivé. Et voilà quoi. Aujourd'hui, évidemment, je suis peut-être pas tout à fait bien placée pour porter un jugement sur la justice. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire et encore à améliorer, surtout pour les victimes qui ont besoin surtout de suivi psychologique. Il faut vraiment mettre à la disposition des enfants qui ont subi des sévices et des abus sexuels ou des maltraitances de toutes les sortes, vraiment mettre des services psychologiques à leur disposition, parce que quand je vois que l'écriture m'a changé à un tel point, il faut vraiment prendre les enfants à la base pour que plus tard ils n'en souffrent pas comme moi. Et parce qu'un enfant qui souffre et qui n'a pas eu de l'aide psychologique peut vraiment dévier dans beaucoup d'autres drames. On voit combien de jeunes qui du fait d'avoir été maltraités, n'avoir pas pu s'exprimer, terminent dans la drogue pour peut-être échapper à ces traumatismes psychologiques. Et là, quand on tombe dans la drogue, on va même plus loin. On veut tomber dans la drogue. Pour moi, c'est vouloir oublier ce qu'on vit. Et il y en a même qui vont jusqu'au suicide. Bon, voilà, c'est vraiment très grave. Donc, il faut que la justice fasse ce qu'il faut pour que les enfants puissent être suivis psychologiquement. Merci sur ces mots très forts, Annick. Une réaction? Moi, je voulais dire à Marie que je souhaite que tous les enseignants lisent ce livre pour se rendre compte à quel point parfois les enfants sont maltraités et qui n'en parlent pas en général. Oui, c'est un peu comme les problèmes de pédophilie qu'on a connus. On ne veut pas en parler parce qu'on se sent un peu coupable soi-même. On a honte. En tant qu'enfant, oui, on a honte. Vous savez, la honte, c'est terrible. Ce sentiment de honte. C'est terrible. On se sent moins bien que tout le monde. En fait, il faut trouver les gens, les personnes et les espaces pour en parler. Donc, ce que j'avais émis il n'y a pas très longtemps, c'est que dans les écoles, on puisse que ça devienne un sujet courant pour que les enfants sachent qu'on en parle en tout cas. Qu'on en parle. Et alors surtout faire la différence entre le mot maltraitance et abus sexuel. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Il faut que le mot abus sexuel, pédophilie, mais aussi
pédophilie et inceste, pardon. Oui, J'ai un peu inceste, sur l'émotion oui, bien sûr, déjà. oui, non, Donc tout à fait, l'inceste tout à fait. soit des mots Tout à qu'on fait, prononce tout à fait. couramment pour que les enfants victimes de ces abus se rendent compte que ça existe et qu'ils puissent oser en parler. Parce que la honte, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Bien sûr. Alors on va parler dans la dernière partie de notre interview de votre vie maintenant, de la réussite familiale ou professionnelle, si elle a été en tout cas au rendez-vous, et puis aussi au message d'espoir ou de courage peut-être que vous pouvez délivrer grâce à ce livre. C'est tout de suite après Alain Souchon, cette très belle chanson Les Saisons. Marie Cauderlier, qui est aujourd'hui en notre compagnie, est auteure de cet ouvrage remarquable Berceau maudit. Alors, le berceau, c'était aussi d'ailleurs le nom de l'institution où vous avez été placée, Marie Cauderlier. Hein. Donc, est-ce qu'il y a eu justement pour le titre de ce livre l'évocation de berceau ou alors vraiment cette malédiction qui a tourné autour de votre prime enfance avec des parents, vous en avez parlé tout à l'heure, qui étaient complètement à côté de la plaque, on peut le dire, hein, pour l'éducation de leurs enfants, alors qu'ils ont eu une très nombreuse famille, etc. Ce titre, c'était aussi le berceau, là, hein, non, je me suis rendu compte hasard, après. Ouais. Oui, c'est tout à fait inconscient. En réalité, ouais. je me suis dit un jour, je me suis imaginé, c'est un petit peu plus enfantin parce que j'ai gardé une petite âme d'enfant quand même. Je me suis imaginé la cigogne avec un... D'accord, avec son long bec voilà. Et puis voilà, qui et dépose, je me suis dit, c'est pas possible. Cette cigogne a dû se tromper de maison et elle nous a tous déposés dans des berceaux qui n'étaient pas les nôtres, qui n'étaient pas destinés. C'est pour ça que j'ai mis berceau maudit. Très bien. Annick, oui, donc, il y a une question à ce moment-ci, donc je crois que vous vouliez intervenir. Non, pas spécialement, mais enfin, je pourrais quand même dire que je voudrais demander à Marie si elle compte écrire encore, puisque ça lui a fait tant de bien finalement. Je vous avouerai qu'au départ, je voulais écrire ma vie après mes 18 ans. Je voulais expliquer comment j'avais fait pour évoluer et arriver à la réussite, je dirais, d'aujourd'hui. Mais je me suis dit, si je ne commence pas par le début, les gens ne comprendront pas. Donc, j'ai écrit une partie de cette deuxième partie de vie jusqu'à la naissance de ma première fille. Mais bon, voilà, il faut quand même que le premier livre soit une petite réussite avant d'écrire le deuxième, de terminer le deuxième. Ça, c'est un choix de la maison d'édition aussi. D'accord. Alors, justement, ce qui vous a permis de vous en sortir, finalement, c'est justement cette volonté d'écrire et d'exorciser par l'écriture tout ce que vous avez vécu comme terrible douleur. Et il y a un élément important, on le dit d'ailleurs aujourd'hui en éducation, c'est la confiance en soi. Un jeune ne peut rien réussir s'il n'a pas confiance en lui, s'il doute perpétuellement, etc. Cette confiance en soi, comment est-ce qu'elle s'est installée en vous petit à petit, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous étiez un petit peu perdu, vous souhaitiez plaire avant tout, vous avez été un peu dans tous les sens. Alors cette confiance en soi, comment la travailler, comment l'acquérir finalement? Je pense que c'est un peu je vais dire, la première chose que je peux exprimer, c'est que je ne voulais surtout pas ressembler à ma mère. D'accord. Donc ça a été le moteur de ma vie. Ne pas ressembler à ma mère. Donc j'ai d'abord évité toute personne et toute ambiance qui pouvait me rappeler ou me rapprocher de ces milieux. C'est un choix qu'on doit faire dans la vie. Il n'y a pas seulement que la confiance, il y a les choix. On est obligé de se séparer de gens qu'on aime ou qu'on aime moins pour pouvoir avancer. Et un petit peu à la fois, je me suis rendu compte que ce sont les choix de la vie qui me permettaient d'avancer dans le bon sens. Et plus j'avançais et plus je voyais l'amélioration et plus je faisais confiance en mes choix. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Est-ce que vous avez eu l'impact d'autres personnes positives sur vous? Donc, comment est-ce que par rapport aux autres, justement, est-ce que ces autres vous ont aidé à avoir petit à petit confiance en vous? Et quel type d'autres personnes vous ont fait vraiment du bien? Tout à fait honnêtement, c'est la première fois que je vais le faire aussi. Je dois remercier mes patrons qui m'ont engagée il y a 25 ans. Ils m'ont fait confiance et vraiment, ils m'ont permis d'avancer dans la vie.
évidemment... Donc le travail, le milieu professionnel est un quelque élément chose important. Très important. Il permet une stabilité dans la vie et il faut absolument que les jeunes osent se bouger. Il faut que les jeunes comprennent que rien n'arrive sans rien. Il faut se bouger dans la vie. Si j'étais restée au chômage chez moi et que je n'avais pas osé aller me présenter à une place où on me demandait si je parlais anglais alors que je ne parlais pas un mot d'anglais. Ouais. Mais j'ai fait le pas d'aller me présenter à un travail et ces gens ont eu confiance en moi et le fait d'avoir été jusque-là sans avoir les compétences, ils se sont dit, ça vaut la peine, il faut essayer. Eh bien, 25 ans plus tard, je suis toujours chez eux et il faut absolument que je les remercie. Ils s'appellent Monsieur et Madame Dupont. Voilà, très bien. Voilà, pourtant, ils ont un nom peut-être un peu passe-partout, oui. Mais ce sont peut-être des grandes personnes, des bonnes personnes et des personnes qui sont placées comme ça sur votre vie. Donc un peu comme des repères, c'est très important. Vous avez eu l'aide d'éducateurs aussi à un moment donné ou quoi? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Les choses ont beaucoup changé, mais je suis allée à un souper pour les enfants, donc parce que j'ai encore eu des contacts avec la maison où j'ai grandi. Les choses ont bien changé. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Il faut le dire aussi. Il faut aussi dire que les années dures pour vous, c'était les années 60. Aujourd'hui, on est 50 ans plus tard. Il y a quand même il y a beaucoup d'améliorations, mais il il faut encore faire attention, ça existe encore, c'est pour ça qu'il faut encore en parler. Mais quand je suis sortie de là, à l'époque, on ne m'a pas aidée. On m'a larguée dans la rue et évidemment, à ce moment-là, je suis retournée dans ma famille. Et ça, c'est le danger. Jean-Pierre, oui. Le livre est sorti, bien sûr. Est-ce que vous avez l'envie, par exemple, de témoigner dans une école ou de faire une conférence ou est-ce que l'envie est là? Oui, moi je suis partante à tous ceux qui veulent me proposer d'aller parler, témoigner, donner le courage aux enfants qui ont peut-être moins que d'autres, parce que surtout n'oubliez pas que les enfants qui vous semblent moins beaux parce qu'ils sont moins bien habillés, ils ont autant de valeur que les autres. Il faut vraiment éveiller l'esprit de tout le monde. Tous les enfants ont besoin de la même aide. Alors, en frontispice justement de l'ouvrage, Jean-Pierre, il est mis que ce livre est dédié à tous les jeunes en difficulté. Alors c'est un message d'espoir et de courage, de confiance aussi que vous voulez leur donner. Oui, il faut en disant ne vous laissez pas. Voilà, ne vous laissez pas aller, il faut vous battre. Encore une fois, on n'a rien sans rien et il faut faire confiance en la vie. C'est un petit peu le message que vous délivreriez à tous ces jeunes en difficulté. Aujourd'hui, Marie Cauderlier, la vie est belle? La vie est de plus en plus belle, je la découvre. Je dois dire que, ayant passé ma vie à me battre contre un tas de difficultés, mon esprit n'a jamais été éveillé à l'épanouissement. Aujourd'hui que je vais mieux, je peux penser à autre chose que de me battre pour être bien dans ma famille. Je peux aussi penser à me distraire et à apprendre à connaître plein de choses. Jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas fait grand-chose au niveau épanouissement culturel, etc. Mais il est temps que j'y pense et j'en ai besoin. Aujourd'hui, c'est un besoin. Vous avez précisément évoqué la réussite de votre vie professionnelle qui a été d'une grande aide pour vous. Réussite familiale aussi. Au niveau de mes enfants, je suis ravie. Mes 2 filles ont réussi leurs études, elles ont un travail. Donc voilà, je suis satisfaite de mon parcours malgré toutes les difficultés. Il faut surtout jamais désespérer. Il faut croire en la vie. Voilà, très bien. Jean-Pierre, encore un petit mot, Annick peut-être, avant de conclure cette interview très riche, très profonde. Annick? Non, moi je suis sous le coup de l'émotion, encore une fois, comme quand j'ai lu le livre et je voudrais que tout le monde le lise. Moi aussi je suis ému, je dois avouer une chose, c'est que je n'ai pas lu le livre d'une seule traite. Je me suis repris à 2-3 fois et c'est très dur. C'est un gros ouvrage d'ailleurs, il fait quand même quelques centaines de pages, donc en tout cas 200-250 pages à peu près, Marie, 350 pages, voilà. Il est très bien écrit, mais j'ai dû vraiment mordre sur ma chute pour aller jusqu'au bout parce que
parce que c'est dur, mais en même temps, c'est la vie, et puis voilà. Mais je pense Un que beau témoignage. C'est une expérience de vie un peu à part du commun. Je pense qu'il fallait essayer d'en faire profiter les autres. On n'écrit pas un livre pour parler de soi, surtout quand on sait qu'on va être mis à nu devant tout le monde. Il faut, c'est vraiment. C'est un engagement énorme. C'est un engagement parce que je pense que c'est important pour les enfants qui souffrent. Il faut qu'on sache ce livre n'a pas été écrit. On ne regarde pas l'enfant de l'extérieur, on le vit de l'intérieur. Et c'est pour ça que quelque part, je le conseille un petit peu à tout ce qui est professeur d'école, éducateur, parce qu'on vit vraiment l'histoire de l'enfant à l'intérieur de l'enfant. Et ça peut aider précisément les gens qui s'occupent d'éducation à être attentifs à des petites choses qui sont parfois le début d'une grande déviance. Oui, je dois dire que j'ai parlé hier avec Madame Tonon, qui est au ministère de l'aide à la jeunesse, qui m'a dit que on allait mettre en place dans les écoles des formations pour les enseignants, aussi en bas âge. Ils vont mettre des formations pour qu'on puisse déceler dans les attitudes des enfants, les enfants qui pourraient vivre des sévices sexuels ou de la maltraitance. Ils vont mettre des formations en place. Très bien. Eh bien, Marie Cauderlier, on vous remercie. Merci aussi à Annick et à Jean-Pierre de m'avoir accompagné dans cette interview. Je vous rappelle le titre du livre de Marie Cauderlier, c'est Berceau maudit. C'est publié aux éditions Mols. C'est édité avec la collaboration de monsieur Bruno Humbeck et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, je suppose. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Marie Cauderlier, bonne chance. Je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli si gentiment et de m'avoir permis de parler de mon livre. Bien volontiers. Allez, on se quitte avec Zaz, Le long de la route.